Un grand bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau point marché avec Carmignac. On compagnie aujourd'hui d'Axel Pinon, spécialiste produit chez Carmignac. Un grand bonjour à toi, Axel. Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc, commençons tout d'abord par l'évolution des principaux indicateurs économiques. Qu'as-tu à nous dire pour cette semaine, Axel? Alors encore une semaine houleuse sur les marchés. La semaine a été vraiment marquée par l'actualité des banques centrales. On va en reparler, mais on a eu 5 banques centrales de pays développés qui ont remonté leur taux la semaine dernière. Et depuis le début de l'année, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'on a des mauvaises nouvelles sur l'inflation, on a des banques centrales qui resserrent agressivement, et donc on a des inquiétudes sur la croissance. Et qu'est-ce que ça fait? Une semaine noire pour les marchés. Les actifs risqués, donc les actions et le crédit, ont ainsi poursuivi leur baisse et les taux d'intérêt continuent de monter. Donc si on regarde dans le détail, sur les actions, on voit que toutes les zones ont baissé sans exception. Il y avait nulle part où se cacher la semaine dernière. Et en termes de secteurs, c'est encore une fois les secteurs défensifs comme la consommation de base, la santé, qui ont mieux résisté que le reste du marché. En revanche, la petite nouveauté, c'est que le secteur des matières premières, on en a parlé plusieurs fois ici, qui était extrêmement résilient depuis le début de l'année, a dégringolé la semaine dernière. On peut le voir sur la colonne de droite à travers le prix du pétrole. Pourquoi les matières premières ont dégringolé la semaine dernière? Parce que le risque de récession est de plus en plus important et donc de baisse de la demande pour les matières premières et donc baisse généralisée à travers les matières premières. On a eu moins 6% sur le pétrole, moins 12% sur le gaz aux États-Unis, moins 5% sur le cuivre. Bref, aussi sur les matières premières, ça a été une semaine noire. Donc, les actions en baisse, les taux, eux, ont poursuivi leur remontée de manière très violente dans le sillage des banques centrales qui ont été très agressives. Et on a le dollar qui poursuit son envolée parce que le dollar bénéficie de deux choses importantes. Le différentiel de taux d'intérêt qui est en faveur des États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a des taux qui sont encore plus élevés qu'en Europe, et le différentiel de croissance qui est favorable aux États-Unis. On a une croissance aux États-Unis qui est supérieure à celle en Europe. Et donc tout ça sont des effets qui soutiennent le dollar. Alors, tu as voulu du coup commencer notamment ta présentation au-delà des indicateurs par minute pédagogique et en particulier sur l'inflation. Et l'idée, c'est de en fait s'attarder sur les facteurs qui influencent l'inflation. On entend beaucoup parler de l'inflation, notamment donc depuis le début de l'année. Et donc là, l'idée, c'est de s'attarder un peu en se disant, mais d'accord, l'inflation, ok, mais qu'est-ce qui la drive finalement? Ouais, c'est extrêmement important de bien la comprendre parce que c'est, on l'a vu, le paramètre le plus important pour les ménages, les entreprises, les gouvernements, les marchés et bien sûr les banques centrales. Donc je trouvais que c'était intéressant de passer quelques minutes pour revenir sur les raisons temporaires et structurelles qui nourrissent cette inflation. Généralement, l'inflation, elle est soutenue par trois types de facteurs qui sont ceux que j'ai mis sur l'écran. Les coûts de production, la demande et les politiques monétaires et budgétaires. Et ce qu'on a eu sur les derniers mois pour arriver à une inflation aussi énorme, c'est qu'on a eu plusieurs facteurs qui se sont accumulés en même temps et qui ont conduit à un vrai effet boule de neige sur l'inflation et qui fait qu'on a des niveaux d'inflation records qu'on n'a jamais vus. Si on regarde dans le détail, d'abord sur les coûts de production, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé après le Covid. Parce que après le Covid, avec la réouverture des économies, on a eu un rebond extrêmement rapide de la demande par rapport à l'offre dans de nombreux secteurs alors que l'offre, elle était contrainte par plusieurs goulots d'étranglement. On en a beaucoup parlé, la pénurie des semi-conducteurs, la saturation des capacités de transport. Et ces goulots d'étranglement ont vraiment alimenté les pressions inflationnistes à travers le monde. Mais ces goulots d'étranglement se sont ajoutés à des pressions sur les salaires. Parce que, pareil, post-Covid, on en a beaucoup parlé, par exemple en France, dans la restauration, il y a eu des pénuries de main-d'œuvre dans beaucoup d'industries qui ont conduit à des hausses de salaires. Et comme ces salaires ont commencé à augmenter, ça a été le point de départ à une spirale salaire-prix extrêmement inflationniste. Et enfin aussi, qu'est-ce qui a contribué à augmenter les coûts de production au-delà de ces goulots d'étranglement, au-delà de ces salaires? Ça a été les matières premières qui ont, elles, monté. Mais les coûts de production ont augmenté, mais on a aussi eu une inflation qui a été alimentée par la demande. La demande a été extrêmement soutenue, les gens ont demandé plus de produits, ce qui a entraîné une augmentation des prix. Il y a une demande soutenue parce que d'abord, pendant les années Covid, pendant les mois Covid, on a énormément mis de côté. Et donc cette épargne accumulée des ménages ont créé un boom de la consommation et ce boom de la consommation avec l'épargne a aussi été alimenté par la hausse des salaires qu'on a notamment eu aux États-Unis et dont je parle.
La demande, elle a aussi été boostée par le fait que post-Covid, il y a eu la réouverture des économies et il y a eu des industries, notamment l'industrie du service, qui a été sous tension avec une forte demande. On en a beaucoup parlé sur le tourisme, là encore, qui a alimenté l'inflation. Donc une inflation qui est montée par les coûts de production, par la demande, et enfin une inflation qui est montée à cause des politiques monétaires et budgétaires. D'abord, pour les politiques budgétaires. Avec la crise du Covid, on a vu, on en a parlé, les gouvernements ont fait des politiques de soutien sans précédent. Et ce qui a fait que cet argent, elle a nourri la demande, et notamment l'épargne, parce qu'on a reçu beaucoup de subventions de la part des États, donc ça a permis de renforcer notre épargne, et donc de nourrir l'inflation. Mais on a eu aussi un effet qui est lié aux politiques monétaires. Vous le savez, pendant 14 ans, les banques centrales, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour injecter de l'argent dans le système et ainsi soutenir l'inflation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on appelle l'effet ketchup. Quand on a une bouteille en verre de ketchup, c'est assez classique, on est à la fin, on secoue, il n'y a rien qui tombe, et d'un coup, une marée de ketchup. C'est exactement ce qui s'est passé avec les banques centrales. Les banques centrales, elles ont fait que secouer la bouteille en injectant de la monnaie. Il ne se passait rien, c'est-à-dire aucune inflation. Et puis d'un coup, il y a toute l'inflation qui est sortie et on est dans un pic d'inflation qu'aujourd'hui, elles ont du mal à contrôler. Parce que enfin, toute la monnaie injectée a nourri cette inflation. Donc la somme de tout ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation extraordinaire. Et la grande question qui nous alimente tous, c'est à quel point ça va être temporaire ou structurel. Et ce qu'on voit, et ce dont on est persuadé chez Carmignac, c'est qu'elle va être de plus en plus structurelle, parce qu'au-delà de ces facteurs, il y a d'autres facteurs de long terme qui alimentent cette inflation, qui sont des facteurs démographiques, qui sont aussi le coût de la transition énergétique, parce que on va devoir investir dans plus d'énergie renouvelable, ce qui fait que notre énergie à court terme va être plus chère. On a aussi la fin de grandes politiques de déflation. En fait, le e-commerce pendant des années a été très déflationniste. Aujourd'hui, on voit que le e-commerce n'est plus déflationniste. Voilà, on a beaucoup de facteurs qui fait que cette inflation qui a été alimentée par plein de facteurs différents va être beaucoup plus structurelle et va durer pour longtemps, ce qui fait un énorme défi pour les banques centrales. Alors justement, tu parlais des banques centrales et ton focus macroéconomique, justement, reste sur les banques centrales cette semaine et tu dis les banques centrales sont toujours à la manœuvre et en particulier la Réserve fédérale américaine. Exactement. Je le disais au tout début, l'événement de la semaine, ça a été les annonces des banques centrales, avec 5 banques centrales dans les pays développés qui ont remonté leurs taux, dont la Fed. Et la Fed, on le voit sur le graphique, a entamé le cycle de hausse des taux le plus rapide depuis au moins le début des années 80. Ils ont la semaine dernière augmenté leur taux d'intérêt directeur par un nouveau 0,75% et ont fait une projection de taux d'intérêt qui est très très élevée. Aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle le taux terminal, donc jusqu'à où ils vont monter les taux, à un niveau de 4,6% d'ici la fin 2023, ce qui est quelque chose qui était inimaginable il y a encore quelques semaines et quelques mois, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les banques centrales qui ont parlé la semaine dernière, elles ont toutes le même message. Leur priorité numéro 1, c'est de combattre l'inflation. Et combattre l'inflation, même si ça se fait au détriment de la croissance. Parce que ce qu'elles veulent, c'est ramener l'inflation à son objectif, qui est de 2%. Et pourquoi cet acharnement sur l'inflation? Cet acharnement sur l'inflation, c'est lié au fait que, on le sait, l'inflation, ça a des effets directs extrêmement négatifs. Pour les entreprises, ça va entraîner une baisse des marges. Pour les ménages, ça entraîne moins de pouvoir d'achat. Ça a aussi un effet sur notre épargne parce que l'inflation, elle déprécie la valeur de nos revenus et de notre épargne dans le futur. Et surtout, il y a un problème où l'inflation a tendance à davantage pénaliser les bas revenus plutôt que les hauts revenus. Donc, ça peut créer après des problèmes sociaux. Mais il y a une autre chose avec l'inflation, c'est que plus l'inflation est élevée, plus elle s'auto-nourrit. Et c'est ce qu'on parle de spirale prix-salaire. Et ce qui décrit bien le phénomène, c'est si demain, on reçoit une augmentation, on va avoir tendance à plus consommer de biens et services. Et donc, qui dit plus de consommation, dit plus de hausse de prix. Et donc, plus d'augmentation. Et là, on rentre dans une spirale infernale. Et c'est pour ça que les banques centrales veulent absolument lutter contre l'inflation. Et surtout, pourquoi au détriment de la croissance? Parce que c'est plus facile pour une banque centrale de relancer une économie post-récession que de tuer l'inflation. Et donc, c'est pour ça cet acharnement, c'est pour ça qu'elles veulent agir très très vite et qu'elles le feront au détriment de l'emploi,
au détriment des actifs financiers, que ce soit les actions, les obligations et l'immobilier. Leur objectif principal est clair, elles l'ont rappelé, c'est casser la demande à tout prix pour briser cette boucle inflationniste. Et les banquiers Alors, centraux préfèrent qu'on souffre à court terme, notamment le consommateur, plutôt que d'encourir le risque d'avoir des économies qui vont subir les effets dévastateurs à long terme de l'inflation. Et donc, elles ne s'arrêteront pas avant que l'inflation revienne à l'objectif. du coup, ça nous amène à dire justement qu'il y a difficulté à concilier d'un côté resserrement monétaire et relance budgétaire. Et donc, du coup, c'est ton message de la semaine, en fait, concernant la politique monétaire. Oui, exactement, parce que, bon, on vient de le voir, on est au sein d'un resserrement monétaire pour réduire l'inflation. Mais les banques centrales, ce n'est pas les seules à vouloir lutter contre l'inflation, il y a aussi les gouvernements. En Europe, au Royaume-Uni, on a eu la flambée des prix de l'énergie qui a entraîné les gouvernements pour prendre des mesures extrêmement rapides pour atténuer l'impact. Par exemple, en plafonnant les prix de l'énergie, les prix de l'électricité, du gaz. Et ces types de plans sont extrêmement nécessaires pour soutenir les ménages face à l'inflation à court terme. Mais le risque de ces politiques budgétaires qui ont pour but d'aider à passer l'inflation court terme, c'est d'alimenter l'inflation à moyen terme. Parce qu'on vient d'en parler, le soutien budgétaire est parmi les facteurs qui créent de l'inflation. Par conséquent, les actions des gouvernements rendent le travail des banques centrales encore plus compliqué. Mais qui dit aussi resserrement monétaire dit hausse des taux et donc financement des États à des niveaux beaucoup plus élevés. Si on a des taux plus élevés, on a des États qui se refinancent à des niveaux plus élevés. Et donc ça pose très très vite la question de la soutenabilité de la dette. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France, estime qu'à chaque fois qu'on prend 1% de hausse des taux en France, cela représente à terme un coût annuel supplémentaire pour l'État français de près de 40 milliards d'euros, soit le budget actuel de la défense. Et donc, on le voit dans des économies très endettées comme la nôtre en France, dès que les taux montent, on va avoir un coût de la dette qui augmente énormément et donc qui va coûter très cher à l'État et à tout le monde. Alors, cette cohabitation entre relance budgétaire et resserrement monétaire, elle peut bien se passer, à condition que les relances budgétaires, elles soient limitées dans le temps, elles soient ciblées, clairement identifiées, par exemple ciblées sur l'énergie, ciblées sur les bas revenus, et qu'elles soient quantifiées. Et c'est tout l'inverse de ce qu'a fait le gouvernement anglais et qui a entraîné une vraie panique sur les marchés. Et du coup, je crois qu'on arrive à notre partie micro. On ne t'entend plus, Hélène. Effectivement. Donc, du coup, effectivement, donc, tu parlais du Royaume-Uni et là, on a une véritable panique dans le pays. De quoi il s'agit au juste, alors, du coup? Ouais, une panique qui a surpris un peu tout le monde. Cette panique, elle est arrivée après les annonces d'un... Alors, le gouvernement anglais avait déjà fait des annonces sur un plan énergie, très semblable, un peu plus coûteux, mais très semblable à ce qu'on a fait en Europe. Et la semaine dernière, vendredi, le chancelier de l'échiquier est arrivé avec ce qu'il a appelé un mini-budget. Alors, il n'a rien de mini, mais ce que prévoit ce mini-budget, c'est des baisses massives d'impôts, notamment un abaissement du taux maximal de l'impôt sur le revenu de 45 à 40%, un abandon des hausses prévues concernant l'impôt des sociétés. Bref, des mesures qui n'étaient pas du tout attendues par personne. Et toujours avec cet objectif du gouvernement anglais de lutter contre l'inflation galopante et contre la croissance en berne. Mais le problème, c'est que ce plan budgétaire du chancelier de l'échiquier, qui est M. Kwasi Kwarteng, il n'a pas du tout été bien accueilli par les marchés financiers qui n'ont pas du tout vu le mot mini dans le budget. Ce qui fait que la livre sterling, elle a atteint un niveau historiquement bas, comme vous pouvez le voir sur le graphe. La dette gouvernementale, elle a connu les pires jours de son histoire. Elle s'est fait complètement attaquer par les marchés financiers. Et donc la question, c'est mais pourquoi cette réaction absolument dramatique de la part des marchés? Pourquoi? Parce qu'en fait, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement anglais, c'est quand même le montant des dépenses durant la pandémie. Mais sauf que la différence avec la pandémie, c'est que la Banque centrale, pendant la pandémie, elle était là pour absorber toutes les émissions de dette du gouvernement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Banque centrale anglaise, comme en Europe, comme aux États-Unis, est en temps de resserrement et donc n'absorbe pas les émissions de dette du gouvernement anglais.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les marchés, ils demandent une prime de risque bien plus élevée pour financer la dette du Royaume-Uni. Et ils anticipent aussi une banque centrale qui va devoir être extrêmement agressive pour lutter contre l'inflation que ça va créer. On en a parlé. Qui dit stimulus fiscal dit inflation. Et donc, la Banque centrale va devoir être très agressive. Et aujourd'hui, les marchés s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre doive monter ses taux directeurs à jusqu'à 6%. Vous pouvez le voir, ça va forcément être très négatif pour les ménages. Donc aujourd'hui, la Banque d'Angleterre, elle a deux solutions qui sont toutes les deux atroces. Soit elle monte les taux jusqu'à 6% comme l'anticipent les marchés, et dans ce cas-là, on a la demande qui va s'écraser, on va avoir une récession qui est bien pire qu'anticipée. Soit elle décide de ne pas le faire, et là, on a une devise qui va continuer de se déprécier. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle de l'inflation importée qui va monter encore plus élevée. Enfin voilà, en gros, elle a un choix cornélien à faire entre la peste et le choléra. Donc voilà, je n'aimerais pas être le gouverneur de la Banque d'Angleterre aujourd'hui. Alors justement, pour continuer, tout d'abord, sur les idées d'allocation, on a pas mal de questions de nos clients. Merci énormément justement donc d'être réactif. Et une première remarque, Axel, sur le fait que ton analyse, notamment sur l'inflation, est très intéressante et très pertinente, justement, remarque un de nos clients. Donc, merci énormément pour ton éclairage. Du coup, côté idée d'allocation, on va parler de Carmignac Portfolio Grande Europe et notamment des principales expositions géographiques. Alors, a priori, pas le Royaume-Uni. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je voulais en profiter de savoir qu'est-ce qu'on faisait dans un fonds européen comme Grande Europe quand on a un pays comme ça en Europe qui se fait complètement attaquer et quand on a, dans l'ensemble, hein, on le sait, les perspectives de l'économie européenne qui sont pas très, très glorieuses. Eh ben, le gérant, Marc Denham, garde la tête froide parce que d'abord, il a un horizon d'investissement qui est très long terme. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la volatilité qu'on a actuellement pour ajouter des nouveaux titres en portefeuille avec des points d'entrée attractifs. Il l'a fait en 2020 avec la crise du Covid. Il a pu renforcer pas mal de titres qui ont très bien marché post-Covid. Et il l'a fait plus récemment. Il l'a fait par exemple avec des titres comme Hermès. Hermès, ça a chuté 30% depuis le début de l'année. Ça n'arrive jamais pour un nom qui est autant de qualité, pour une entreprise qui est très très résistante, notamment en période de récession, parce que les très très hauts revenus résistent bien mieux à l'inflation, à la croissance. Donc voilà, ça permet d'avoir des points d'entrée sur des valeurs qu'ils regardaient depuis très très longtemps, qu'ils n'achetaient pas parce qu'elles étaient trop chères, et sur des valeurs qui, ok, vont peut-être souffrir sur les 2-3 prochains mois, mais qui, sur l'horizon d'investissement de marque de 3 à 5 ans, vont faire la différence. Et puis, il y a un moment où on en a parlé plein de fois, le process d'investissement de marque, c'est de se concentrer sur les valeurs qui ont une rentabilité élevée et une forte visibilité sur la croissance future. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le marché s'est concentré que sur la partie valorisation, que sur la partie hausse des taux et l'impact que va avoir la hausse des taux sur les valorisations. Et donc, tous les titres qu'on payait un petit peu plus cher parce que justement, ils offraient une rentabilité plus élevée, parce que justement, ils offraient des perspectives de croissance de long terme, ces titres-là se sont fait complètement pénaliser par la hausse des taux et donc par ce que ça peut avoir comme effet sur les valorisations. Mais on est persuadé qu'à un moment, le marché va se dire, mais au-delà de la hausse des taux, le problème, c'est vraiment la croissance. On va rentrer en récession. Et là, les valeurs qui étaient pas chères, on va se rendre compte que oui, elles étaient pas chères, mais c'était peut-être pour une bonne raison, c'est qu'elles sont pas capables de survivre si on est en temps de récession. Et quand ça va se produire, alors, j'ai pas de boule de cristal et malheureusement, je sais pas si ça va être dans 2 semaines, 1 mois, 3 mois, mais ça va se produire, c'est sûr. Les fondamentaux reviennent toujours au premier rang. Et ben là, on peut s'attendre à ce que des valeurs comme celles que Marca, avec une rentabilité supérieure au reste du marché, avec des revenus visibles, vont surperformer, ce qui sera extrêmement positif pour un portefeuille comme Grande Europe. Et alors là, si on en revient à cette question de qu'est-ce qu'on fait en termes de pays, la location, elle est vraiment le reflet de notre sélection de valeurs, de tout ce que je viens de dire. Et donc, on a des pondérations qui peuvent paraître étonnantes. La plus grosse pondération du fonds, c'est le Danemark. Alors, Marc n'a pas du tout une passion pour les Danois et pour le Danemark et pour la macroéconomie danoise. Non, il aime le Danemark parce qu'il y a énormément de valeurs qui se trouvent attractives sur le long terme. Des titres comme Novo Nordisk, qui est le leader de la santé sur tout ce qui est diabète, sur tout ce qui est obésité. Il y a aussi Ørsted, on en a sûrement parlé plusieurs fois, qui est un des leaders dans les énergies renouvelables. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive avec le Danemark en première position.
Et quand on parle du Royaume-Uni, alors on est très sous-pondéré du Royaume-Uni par rapport à l'indice européen. L'indice européen a environ, si on prend l'indice Stoxx 600, il a 25% de Royaume-Uni en termes de pondération. Dans un fonds comme Grande Europe, on le voit, on n'a que 9%. Mais encore une fois, c'est pas forcément le fruit de l'analyse de marque, c'est plutôt le fait qu'ils trouvent très peu de valeur au Royaume-Uni qui respecte notre processus d'investissement. Et ces investissements, ils vont se concentrer que sur des choses qui ne sont pas du tout sensibles à l'économie anglaise. Il va par exemple être investi dans AstraZeneca. Alors AstraZeneca, on en a beaucoup parlé avec le Covid, mais en fait AstraZeneca, au-delà d'avoir fait un vaccin, c'est un des leaders dans tout ce qui est traitement pour l'oncologie. Donc rien à voir avec le Covid. Et ça, bah voilà, peu importe les perspectives qu'on peut avoir sur l'économie anglaise, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous. Donc voilà, et tout ça a permis que depuis 3 ans, Grande Europe fait une performance de 22,5% par rapport à 17% pour son indicateur de référence. Donc très appréciable. C'est très intéressant ce parallélisme que l'on peut faire entre d'un côté la panique au Royaume-Uni d'un point de vue fondamental et de l'autre côté justement l'exposition du fonds, même si c'est pas une exposition surpondérée, mais c'est une exposition quand même qui a son importance en fait au Royaume-Uni. C'est-à-dire que là on est quand même justement sur la validation de l'hypothèse selon laquelle effectivement il ne faut pas s'arrêter à une vue macroéconomique et certaines sociétés peuvent justement donc du coup challenger les fondamentaux macroéconomiques du pays sur lequel ils sont implantés. Du coup, on va passer aux questions à présent, Axel. Tout d'abord, une première question sur effectivement le Royaume-Uni. Dans un premier temps, sur peut-être votre scénario central. Alors aujourd'hui, on est sur un dilemme peste ou choléra. Donc ça, c'est la première chose. Mais comment vous voyez justement la situation évoluer à proprement parler concernant le Royaume-Uni? Et la question qui suit, c'est est-ce que d'autres pays européens, en fait, notamment, sont exposés au même danger, entre guillemets? Alors, je pense que pourquoi tout le monde est aussi virulent sur le Royaume-Uni même le FMI hier s'y est mis en faisant un peu une leçon de morale publique au Royaume-Uni et au gouvernement en disant attention, attention, c'est pas le moment de faire n'importe quoi en termes de politique budgétaire. Je pense que c'est justement ça sert d'exemple et ça va peut-être vacciner quelques autres pays de faire de même, de faire des budgets sans réfléchir, sans fondamentaux, sans chiffrage. Et notamment pour Madame Meloni, notre nouvelle première ministre en Italie, qui, je pense, regarde la situation peut-être de très près, parce que Madame Meloni n'a pas l'endettement nécessaire pour pouvoir financer une politique fiscale importante, et que si elle s'avérait trop gourmande en termes de coupe d'impôts, relance budgétaire, les marchés attaqueraient l'Italie directement, un peu comme le Royaume-Uni est en train de le faire aujourd'hui. Donc je pense que c'est très intéressant au niveau, enfin tout le monde regarde un peu cette situation en se disant bon, qu'est-ce que va faire le Royaume-Uni? Et ça fait réfléchir un peu tous les gouvernements en se disant attention, moi j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Et surtout, je pense que ça met aussi un peu d'inquiétude pour la Banque centrale européenne qui n'a pas non plus envie de se retrouver avec le dilemme de la Banque d'Angleterre. Quelle suite pour le Royaume-Uni? Bah, c'est ce que tout le monde va regarder. Aujourd'hui, la Banque centrale a dit je ne vais pas agir de manière précipitée. On suit notre carnet de route. On n'hésitera pas s'il faut à monter les taux de manière extrêmement agressive. Leur dernier meeting, c'était jeudi, juste avant l'annonce du budget. Leur prochain meeting, c'est en novembre. Donc, pour l'instant, ils ont dit qu'ils n'augmenteraient pas les taux d'ici novembre, qu'ils ne vont pas réagir à la pression, dans la panique, etc. Ils ont aussi demandé au gouvernement du chiffrage pour voir exactement combien ça va coûter. Donc voilà, je pense qu'on va rentrer dans une période de négociation. Le gouvernement va devoir donner un peu plus d'informations. Quelle peut être la suite? Ça va dépendre. Peut-être que le gouvernement va faire un petit peu demi-tour. S'ils ne le font pas, voilà, ils vont tester leur légitimité. Ce qui est important, c'est que la Banque centrale reste crédible. En fait, c'est ça que les marchés testent. C'est à quel point je fais confiance à la Banque centrale pour gérer l'inflation à long terme, malgré tout ce que peuvent faire les gouvernements. Et il va falloir, et ça va être le défi de la Banque d'Angleterre, de rester crédible à tout prix vis-à-vis des marchés et vis-à-vis aussi des entreprises, des ménages, pour ne pas les freiner à investir, à consommer et ne pas tuer la croissance davantage. Donc l'autre question, c'était de savoir effectivement si d'autres pays européens pourraient être confrontés à la même situation difficile avec une perte de crédibilité, cette fois-ci, de la Banque centrale européenne, pour le coup. Bah oui, ce que je mentionnais, je pense que
Le prochain pays qu'on va regarder, c'est l'Italie. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude, mais ça pourrait être le prochain pays qui se fait interroger sur la soutenabilité de sa dette. Alors, la Banque centrale européenne a rassuré, elle a mis en place un processus qui éviterait à l'Italie de se retrouver attaquée par les marchés, mais ce concept pourrait être testé assez rapidement. Donc, on espère que ça n'arrivera pas, mais là encore, j'ai malheureusement pas de boule de cristal. Axel, une toute dernière question pour ne pas faire trop long Bien sûr. sur les émergents. En fait, Oui. on parle d'inflation, notamment contrée par la hausse des taux directeurs, notamment voilà, dans les grands pays occidentaux. Et mais en fait, le resserrement monétaire se passe surtout aujourd'hui dans les grands pôles justement donc occidentaux, pas dans les émergents. Alors, est-ce que le fait que les grandes banques centrales émergentes n'aient pas vraiment énormément joué justement ce jet de, enfin, l'image du ketchup, fait qu'ils ils sortiront grands vainqueurs de cette situation d'ensemble? Alors, ce qui s'est passé, c'est que les émergents ont, eux, resserré leur taux bien avant les pays développés. Ils ont eu un cycle qui a été en avance par rapport aux pays développés, donc ils sont déjà à des niveaux de taux directeurs assez élevés. Ce qui est problématique pour les émergents quand on est en période de resserrement monétaire, c'est le resserrement monétaire de la Réserve fédérale. Parce que les émergents sont souvent endettés, notamment en dollars, et donc quand la Réserve fédérale resserre ses taux et resserre sa politique monétaire, ça a tendance à pénaliser les pays émergents les plus endettés en dollars. Et c'est ce qui s'est passé en 2013 quand le gouverneur de la Banque centrale américaine, Ben Bernanke, à l'époque, avait parlé de resserrement monétaire. Il s'en était suivi une énorme crise émergente, une énorme crise de la dette émergente. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que c'est plutôt positif parce que les émergents ont resserré leur politique monétaire avant et ont des fondamentaux bien plus solides. Et je crois que Jamrey vous en a parlé à plusieurs reprises. Ils ont des fondamentaux bien plus solides avec un endettement qui est moindre et une moindre dépendance au dollar. Et donc aujourd'hui, une vulnérabilité qui est moins importante que qu'il y a quelques années de la part. Enfin, les économies émergentes sont moins vulnérables qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que la performance des marchés émergents, alors elle n'est pas glorieuse, mais elle n'est pas catastrophique vis-à-vis des pays développés parce que ces fondamentaux se sont améliorés. Merci énormément pour ton éclairage, Axel. Pas de Écoute, souci. je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour tes explications qui sont vraiment effectivement jugées par nos clients. Ce sont les meilleurs justement donc juges du sujet, donc très pertinentes. Merci, chers clients, donc d'être fidèles au rendez-vous. Et nous vous rappelons que ce point est enregistré, donc vous avez la possibilité de visionner de nouveau le replay. Nous vous donnons rendez-vous, même jour, même heure, la semaine prochaine, de nouveau pour un point marché avec Armignac. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine en attendant. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.